La question suivante. S'il y avait une suite, s'il y aurait une suite ou des commentaires de la part de Daniel concernant le PMC+, le séminaire de la semaine passée. Bon. Premièrement, il y a des choses qu'on fait dans les PMC+, qu'on ne peut pas relater dans les conférences régulières, pour la simple raison que, au niveau du PMC+, rien n'était enregistré pour la simple écologie que je voulais ne pas être limité parce que j'allais dire des choses qui ne sont pas prêtes à sortir, ce qui fait qu'on ne peut pas faire dans une conférence du mois un retour sur le PMC+, étant donné que les deux phénomènes sont tout à fait dissociés. Disons que on peut peut-être juste amener l'idée que le PMC+, va se répéter 4 fois par année, en séminaire intensif de 12 heures, qu'il y aura de plus en plus de matière et de plus en plus, disons, de densité au niveau des PMC+. C'était un début, le dernier. Il y a des cellules qui ont été formées. Toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire peuvent se mettre en disponibilité et voir Mario. Lorsqu'à un moment donné, il y aura quelque chose, on leur suggérera. Ça leur va, ils pourront prendre. Ceux qui n'étaient pas là, la meilleure chose à faire, et c'est ce que je m'attendais que ce soit fait, c'est de vous informer auprès de ceux qui y étaient pendant les entractes ou après la conférence, ou auprès des professeurs. C'était quelque chose de bien. Il y a eu quelque chose d'intéressant au niveau de l'hôtel. C'est exactement comme si la présence du groupe PMC+, avait été relativement hautement appréciée par les propriétaires de l'hôtel. C'est Daniel qui a eu les commentaires. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ils ont des congrès régulièrement là-bas. Il faut croire qu'il y a eu quelque chose de plus dans ce congrès PMC. Alors, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez des questions, disons, précises, on peut les écrire, les amener à Daniel. Et maintenant, si c'est des choses que je ne veux pas aborder par le simple fait que, premièrement, c'est enregistré, et deuxièmement, que ce n'est pas le temps, ben, je ne répondrai pas aux questions. Et puis, si c'est des questions qu'on peut aborder, ben, on va répondre aux questions. Sinon, vous rencontrez les personnes qui sont venues. Les choses qui se sont faites, il y a par rapport à ce qui a été dit là-bas, il y a énormément de travail qui a été fait jusqu'à date. Du côté de la part du Centre de l'universalité, il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentement en avance au niveau des avocats, au niveau des notaires, au niveau d'un paquet de choses en regard des choses d'affaires qu'on a jasées lors du PMC+. Et puis tout est en marche, tout marche très bien, puis ça donne l'impression qu'effectivement, comme je l'avais expliqué au début du PMC+, c'est qu'on est à l'heure. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas pénalisés, ça ne change absolument rien à rien. On a chacun ses raisons et chacun ses obligations. Il y aura d'autres PMC+, ceux qui ne sont pas venus ne sont pas exclus, vous avez juste à vous renseigner, mais disons, je ne peux pas en parler en conférence. Pas en conférence enregistrée du moins. C'est pas le temps. On y va. L'Apocalypse est-elle le résultat d'équilibre de l'avènement de la nouvelle conscience? Disons que ce qui va, disons, oui, naître de l'Apocalypse va être le nouvel état d'équilibre qui va être de toute façon relancé continuellement par l'évolution de plus en plus transitoire de l'humanité post-apocalyptique vers l'homme nouveau. L'Apocalypse est plutôt le résultat de la perte d'équilibre entre les plans évolutifs et les plans évolutifs, ce qui est tout à fait normal. Les guerres ont toujours été la perte de ce même phénomène d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y aura une guerre qui va être créée par de l'intelligence, c'est-à-dire par le déséquilibre, par le fait qu'il y aura trop d'évolution sur le plan planétaire. Toutes les guerres sont le résultat d'une trop grande accumulation ou d'une trop grande emprise des forces d'involution par rapport aux forces d'évolution. Alors, automatiquement, l'état d'équilibre était rompu. Il y avait donc la guerre, et c'est à cet instant-là que les forces d'évolution reprenaient le dessus pour réinstaurer un état d'équilibre entre la guerre et la paix, mais qui, entre, disons, les forces d'involution et les forces d'évolution, qui ne dégénéraient pas dans des guerres ouvertes comme on les connaît visuellement, mais qui restaient maintenant dans un état d'équilibre de guerre entre ces deux densités ou dimensions.
l'Apocalypse ne sera pas créé par l'accumulation des forces d'involution. On a l'évolution, on a l'involution. Chaque fois qu'il y a eu une guerre, c'est que l'involution prenait le dessus. Alors, il y avait une guerre où l'évolution devait reprendre le dessus. Toutes les guerres du passé ont été orchestrées par le fait que l'involution, les forces noires ont eu trop de puissance. L'Apocalypse original est créé parce que les forces d'évolution ont trop de puissance. Alors, obligatoirement, ça va engendrer une guerre. L'involution n'ayant pas de puissance, les guerres sont limitées. L'évolution ayant de la puissance, les guerres sont apocalyptiques. Lorsque l'équilibre va être restauré, l'humain aura maintenant l'expérience, disons que les ajusteurs seront expérimentés, et là, on va être capable de faire en sorte que lorsque l'on fait évoluer du yang, que l'on s'occupe aussi de faire évoluer le yin, de façon à ce que l'humanité, globalement, continue son ascension, sans qu'il y ait de brisure au niveau des forces d'équilibre. Donc, l'Apocalypse est la seule et la première guerre qui va être engendrée par le fait qu'il y a trop de forces d'évolution à l'échelle de notre planète. Autrement dit, plus vous évoluez, plus vous allez précipiter l'Apocalypse. J'en ai déjà parlé dans les séminaires PMC, et c'est une chose qui est un fait. Plus l'être humain va évoluer, plus l'Apocalypse va se précipiter, pour la simple raison que présentement, on évolue plus rapidement que les forces d'involution peuvent être dynamisées. La lutte va tendre à amener un équilibre, mais étant donné que l'intelligence se mêle de cette guerre, l'équilibre qui va en ressortir ne sera pas un équilibre comme on le connaît. Ça va être le même phénomène d'équilibre au niveau des forces mécaniques, mais on n'aura pas le même résultat exprimé. La face du monde va donc changer. Expliquez-moi le mystère. Il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Aussi, est-ce que la Terre est le futur de l'Atlantide? Quelle est la différence entre ton savoir des extraterrestres qui viendront et la théorie de Raël? Bon, une question à la fois. Expliquer le mystère d'il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Le commencement implique le début de l'apparition de la conscience. Le commencement dans la tête de l'homme commence lorsque l'homme a une conscience. Le commencement commence lorsque l'homme a la conscience d'un commencement. Pour l'homme, son histoire ou sa préhistoire débute à la limite de sa conscience. Et elle se termine à la limite de sa conscience. Là où la conscience de l'homme ne peut aller, il appelle cela la fin. Et d'où il vient, là où la conscience rétroactive de l'homme ne peut aller, il appelle ça le début. Il se trouve qu'il fut un temps, et on peut lire ce genre de choses, et on trouve ça un peu niaiseux, mais ce que l'humanité aujourd'hui a, c'est aussi niaiseux, que la Terre est apparue lorsque la Lune et le Soleil se sont mariés. Mais la conscience de l'homme ne peut pas aller plus loin que ça. Fait que le début, c'était ça. Il y avait un bonhomme immense qui se promenait dans l'univers, appuyé sur on ne sait quoi, et sur ses épaules, il tenait la Terre. Le bonhomme s'appelait Atlas. On a eu d'autres phénomènes aussi, où c'était un éléphant sur des tortues sur des éléphants. On s'est amusé souvent. C'était là le début. Un peu plus loin, on avait les dieux qui avaient créé la Terre pour s'amuser. C'est le début. Aujourd'hui, vu que la conscience de l'homme s'étend avec sa science, son intuition, le début provient d'un Big Bang. Et la fin provient d'on ne sait quoi, parce que la conscience de l'homme ne va pas très loin. Lorsque la conscience de l'homme grandit, la fin peut s'en aller vers la gestion, disons, stellaire de notre création. Lorsque notre Soleil deviendra une supernova, il aura digéré depuis longtemps toutes nos planètes, et lorsqu'il explosera, on aura une nébuleuse. On n'aura plus de Soleil. Et ce sera la fin. Mais l'homme est capable de concevoir que lorsqu'une supernova disparaît, lorsqu'une étoile s'éteint, d'autres étoiles naissent. Alors il envisage maintenant la fin plus loin, la fin de l'homme, mais ce ne sera pas la fin de l'univers. Comment expliquer qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin? C'est simplement qu'il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de temps, c'est qu'il y a que tout existe en même temps.
Si tout est là en même temps, que le passé et l'avenir est là en même temps que le présent, c'est qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il y a des dimensions, il y a des endroits différents. Si tout est là en même temps, c'est qu'il n'y a pas eu de début, il n'y a pas de fin, c'est qu'il n'y a que tout, il n'y a que rien, mais qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Lorsque nous parlons du phénomène existentiel de notre création, ce n'est pas encore le temps d'en parler pour la simple raison qu'il vous manque encore un peu de vibration. Et ce n'est pas une insulte que je vous donne, je vous parle simplement de principe. Il y en a qui n'ont pas de santé suffisamment correcte, il y en a qui ont encore trop de problèmes émotifs, il y en a qui ont trop de ceci, trop de cela. L'énergie descend de plus en plus au niveau de notre contexte planétaire. 87 va être une année relativement intéressante, 88 encore plus, 89 encore plus, et on pourra parler de certaines choses. Est-ce que la Terre est la future Atlantide? L'Atlantide, c'est une... Bon. Ce que je n'aime pas de ce genre de questions, c'est que les personnes qui posent ces questions agressent et attaquent déjà ou accréditent déjà des choses. Le retour des Atlantes et le phénomène raélien. Génétiquement, lorsque l'Atlantide s'est enfouie, l'Atlantide c'était un paquet d'îles qui contenait en même temps quelques parties continentales. L'Atlantide, lorsqu'elle a eu son apocalypse, sa destruction, pour pouvoir permettre à l'Europe de pouvoir naître en tant que race, conserver l'équilibre. Dans le monde de la mort, il y a beaucoup d'Atlantéens qui sont présentement là, qui vibratoirement, mais ils ne sont pas présentement dans le monde de la mort d'une façon constitutionnelle, individualisée, identifiée. Sauf que c'est le temps maintenant où les corps physiques reviennent à une conscience qui peut maintenant englober la conscience atlantéenne. Donc, il y a un retour des Atlantes à l'intérieur de la tête d'un paquet d'humains. Mais ces humains ne sont pas des Atlantes tels qu'ils ont été à l'époque de l'Atlantide. Maintenant, l'ego, le charriage émotif, le charriage nostalgique, le charriage de pouvoir, le charriage de poste, fait en sorte que beaucoup d'humains se prennent pour des Atlantes. Tous ceux qui ont des plombages dans la gueule ne sont pas des Atlantes. C'est ce que l'astral vient instruire dans la tête de ceux qui se prennent pour des Atlantéens. Moi, je n'ai pas de plombage. Est-ce que je suis un Atlante? Non plus. Je suis au-delà de l'Atlante. Et ceux qui ont des plombages sont souvent au-delà de l'Atlante aussi. Mais on amène de l'instruction au niveau du monde de la psychologie astrale des individus évolutifs parce que l'astral tend à récupérer n'importe qui de toutes les façons. Où tu es dans tel mouvement, où tu es dans tel mouvement, où tu es de telle croyance, de telle connotation, où on te donne un poste. Mon petit vieux, ma petite vieille, t'évolues plus. T'es un Atlante réincarné. Toutes les autres sont des cons. C'est ça, avoir un poste. Là, on est content, sacrableu, on est un Atlante. Et oui, on est un Atlante. Vous faites partie de la race qui a failli, à un moment donné, engloutir la planète au complet. Vous êtes content? T'es au bout. Vous faites partie de la race qui, à un moment donné, a fait suffisamment la guerre à l'échelle de la planète. Vous faites partie de la race des Cyclopes, vous faites partie de la race des Toltecs, vous faites partie de la race d'un paquet de monde, des Ramahal, etc. Qui, à un moment donné, ont été suffisamment en guerre les uns contre les autres, qu'ils ont réussi à engloutir la majorité des terres de surface de l'époque, et ce qui a obligé l'intelligence à opérer la surfaction de d'autres terres pour pouvoir continuer à conserver l'équilibre. Pourquoi l'Atlantide est disparue? Des raisons. On parle d'un cataclysme. On devrait parler plutôt du puisement tellement massif des énergies telluriques de l'époque que la Terre n'était même plus atomiquement suffisamment solide pour pouvoir se soutenir elle-même. Et on devra aussi parler du fait que l'Atlantéen a tellement capté d'énergie tellurique, yin, à l'échelle de l'eau, de l'air, qu'il a forcé la précipitation massive de tout ce qui pouvait être à queue à l'échelle de l'atmosphère, créant les 7 premiers déluges. On n'a pas à se vanter d'être un Atlantéen. C'est comme de dire, moi, je suis un Muvien, ou un Lémurien, ou un Hyperboréen. L'évolution continuant, si tu es un Hyperboréen, c'est que tu fais partie des hommes préhistoriques. Si tu es un Atlantéen, tu fais partie des hommes, disons, historiques. C'est tout. Est-ce que la Terre est la future Atlante? L'Atlantide, oubliez ça, c'est mort, c'est mort. L'humain se
se plaît parce que les forces du passé de l'astral, lorsqu'ils ont la faculté énergétique de pouvoir se réincarner dans la conscience de certains humains, bien évidemment, ils ramènent leur tradition. Alors ressurgit l'Atlantide. Et c'est normal. À l'époque de l'Europe, à l'époque de l'Égypte, surgissait surtout la Lémurie. Et il y avait évidemment une connotation d'instruction de l'Atlantide, parce que lorsque l'Égypte vivait, lorsque les prémices de la Grèce vivaient, il y avait encore des îles, il y avait encore des centrales, disons, atlantes, tandis que tout le reste de l'Atlantide s'était enfoncé. Écrasé comme l'humanité d'aujourd'hui par sa science et par son ignorance. Mais aujourd'hui, on est mauditement plus évolué de tous les côtés. On s'en va encore vers un apocalypse, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène atlantien. On n'a pas à se vanter d'être la réincarnation d'un Atlante. Il y a beaucoup ici il y a beaucoup sur la planète, qui ont de cette réincarnation atlantéenne. Mais on n'a pas à se flatter parce se trouver beau dans un miroir parce qu'on a une réincarnation atlantéenne. L'homme nouveau n'est pas la ressurgescence de l'homme ancien. C'est quelque chose de mauditement mieux. Si les Atlantes, à l'époque, avaient un corps, une évolution, une philosophie, une morale, un astral, un mental, un vital évolué de tel ordre, ils auraient eu un contact avec l'intelligence instantanée et on n'aurait pas existé, nous autres. Pour faire la job qu'ils n'ont pas faite. Alors qu'on soit d'une partie réincarnative atlantéenne, c'est tout à fait normal et correct. Mais d'être là à s'empiffrer la gueule de tout ce snobisme, c'est autre chose. Là, on vous donne un poste, et vous allez accepter le poste, puis vous allez rester là. Posté comme un gardien, pour empêcher les autres de passer. Mais vous ne passerez pas non plus. Le gardien, il ne rentre pas dans la banque. Le gardien, il ne rentre pas dans le palais. Le gardien, il reste dehors, puis il empêche les autres de rentrer. Hein? Il y a un frein, ça. Quelle est la différence entre ton savoir des extraterrestres qui viendront et la théorie de Raël? On ne parle pas de la théorie de Raël, on parlait de la théorie qui dit que premièrement, l'être humain est de la merde, que l'être humain est une créature de laboratoire expérientiel faite par des êtres qui sont immortels et qui s'amusent et qui se plaisent à s'amuser à créer des bébites de temps en temps pour pouvoir les regarder faire. On parlait de la théorie qui dit aussi que lorsque l'être humain approche de sa fin, bon, on va créer un clone de cet humain-là, une réplique exacte de son potentiel génétique et physique dans un autre monde. Dans un monde où l'astral, ce qui crée l'humain au niveau d'identification, n'est pas recréé. Alors on crée un être physique similaire à ce que vous êtes, dans un monde où l'âme va être remplie par ce qui n'a jamais habité chez vous. Parce que sur une autre planète, le ciel de l'autre planète, qui va habiter votre corps, n'a foutrement rien à voir avec ce qui présentement habite votre corps ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour vous acceptez qu'on prélève une cellule de votre corps et que quand vous allez mourir, faites-vous-en pas. On le fait bien avant que vous mouriez. On prélève plusieurs cellules au cas. Qu'il y en a une qui meurt ou deux ou trois. Dans les contextes extraterrestres aussi aberrés que ce genre de théorie, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas s'unir à l'homme lorsque ça va être le temps. On veut piquer l'évolution génétique de l'homme pour essayer de faire plus vite là-bas. C'est ce que Lucifer a voulu faire sur la planète Terre, ça n'a rien donné. Alors je prends la cellule de Daniel, je la mets dans une autre planète, puisqu'il y a un autre ciel plein d'âmes qui veulent se réincarner, mais j'ai pas suffisamment de brillance pour avoir des corps pour les supporter. Je sens que lentement je me désagrège puis j'involue. Je me calisse royalement du règne humain, je vais pas m'allier à lui, mais je m'en vais chez le règne humain, piquer des cellules de son corps. Je m'en vais quelque part dans ma science à moi qui n'est pas trop encore involuée. Je reconstitue le corps de Daniel, puis je m'organise pour l'engouffrer au plus secret avant de devenir une larve. Ben, c'est ça la théorie. Mais Daniel, il ne me donnera pas ses cellules si émotivement je lui promets pas que ça va être lui qui va être là. Mais ça ne peut pas être lui qui va être là. Parce que lui, quand il va mourir, il va être dans le monde de la mort de la planète Terre. Il ne sera pas dans le monde de la mort de la planète machin chouette. Et dans ce monde de la mort de la planète machin chouette, une planète tout à fait en phase d'évolution, la Terre est en phase d'évolution, on a fait notre évolution, mais le corps qu'on va créer va être un corps de zombie. Un corps vital puis un corps physique, c'est tout. Pas d'âme, pas de plan mental, pas de contact supramental. Et dans ce corps physique là-bas, les entités qui sont présentement en train de s'y foirer vont vouloir le prendre, ce corps-là. C'est juste pour ça.
qu'il y a des théories d'involution extraterrestre qui viennent promettre à l'homme une panoplie de choses. Hey, demandez-vous pas comment ça se fait qu'on peut prendre la Bible ou d'autres livres puis les expliquer d'une façon tellement extraordinaire. C'est d'intelligence qui descend sur la planète. Alors inventer des farces pour n'importe qui, prendre n'importe quel maudit livre, puis le faire voir à l'homme sur un autre point de vue, c'est un jeu d'enfant nain nouveau-né. Même si c'est extraterrestre, même si c'est coloré, ça provient d'intelligence. Fourrer l'homme. Facile à mort. L'homme, il recherche rien que ça, être fourré. Il veut être sauvé, donc il veut être fourré. On leur a amené une théorie comme ça, c'est facile, ça se vend. Et missionner un bonhomme, missionner une gang de bonhommes, une gang de bonnes femmes, c'est facile. Tout le monde veut sauver l'humanité. Alors tu leur donnes une possibilité de sauver l'humanité, puis c'est réglé. Quand la théorie de Raël, et j'ai bien dit, et je le répète encore, il n'y a rien dans le contexte de notre planète qui peut arriver et être que du mensonge. Ça devra toujours être ajusté par de l'intelligence, de façon à ce que celui qui a de l'intelligence puisse voir. Après la mort, il n'y a rien qui nous dise. C'est évident. La cellule qu'on va cloner l'autre bord, attends pas à ce que ton âme embarque dedans. Ton âme, elle est terrestre. Le clone, il est extraterrestre maintenant. C'est une autre planète. Tu peux être sûr qu'après la mort, il n'y a rien. Bien évident. C'est logique. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que toi, si tu meurs sur la planète Terre, qu'après la mort, il n'y a rien? Non. Ça veut dire que ton clone, quand on va le bâtir là-bas, il va avoir un corps physique, un corps vital, puis il n'y aura rien dedans, parce que toi, il n'y aura plus rien là. Alors, par rapport au contexte de l'humain, effectivement, si on te bâtit ailleurs, t'es mort, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de début, il y a un début net, le clonage, puis il y a une fin nette. Tu ne peux pas vivre dans ton clone. Pourquoi qu'on attend, dans cette théorie, que l'humain soit mort pour le reconstruire? Pourquoi qu'on ne dit pas à l'humain, merde, embarque dans ma secoupe, va t'amener, va te rester là tout de suite? C'est pas les humains qu'on veut. C'est la révolution génético-physique qu'on veut. C'est pas l'humain. Fait qu'on pique une cellule ou deux ou trois. Hein? On va faire du clonage agricole là de bord. Puis après ça, on se fait d'humain. C'est quoi la différence entre ce genre de théorie puis ce qui va se passer? Ben, je pense que vous le concevez. L'intelligence va s'allier avec l'homme. L'intelligence, ça ne servira pas de piquer l'évolution de l'homme, au départ de l'homme. Mais ce que fait Raël, c'est très bon, c'est très bien. Ça n'a rien à voir avec la théorie. Si on est conscient de notre fonctionnement à travers de manipulations de notre corps désintégré, est-ce que la vie a encore le sens? Premièrement, le sens de la vie n'est pas tributaire du sens de votre vie. Le sens de la vie n'est pas inclus dans la conscience que vous en avez du sens de la vie. Quand quelqu'un regarde si on prend une ligne qui part de rien, qui va nulle part, puis qu'une personne qui en prend juste un petit bout, il dit le sens de la vie, tu sais, ça mesure 1 pouce. Non, le sens de la vie, ça n'a pas de mesure. La conscience que tu as du sens de la vie va mesurer 1 pouce. Tout. Si on est conscient de notre fonctionnement à travers les manipulations de notre corps désintégré, est-ce que la vie a encore le sens? Un sens. La vie a un sens émotif pour l'homme. Lorsque l'être humain est tout à fait conscient de tout, son ego, parce que c'est une question posée par un ego, ça, ici, là. C'est pas grave, là, je vous explique les choses. Bon, l'ego pose la question, quand tu n'auras plus besoin de moi, la vie va te savoir un sens. Quand tu vas tout comprendre, puis quand patati patata, la vie va te savoir un sens. Si on est conscient de notre fonctionnement à travers les manipulations de notre corps désintégré, une fois que tout se passe et qu'on continue à être conscient, est-ce que la vie va avoir un sens au niveau émotif? Mais non, mais la vie, elle a toujours un sens au niveau émotif. Elle aura toujours un sens aussi, sauf que présentement, l'ego ne peut pas entrevoir le sens de cet homme nouveau. Alors, évidemment, est-ce que ça va avoir un sens? Ça va toujours avoir un sens. Toujours. Comment pouvons-nous expliquer... Il y a ma fille, à un moment donné, qui me posait une question. Elle voulait que j'explique comment ça se fait qu'il y avait un espace où il n'y avait rien. L'univers, est-ce que c'est limité? Je disais non, c'est pas limité, mais ça
arrête à un moment donné. Elle voulait comprendre. Mais elle pose des questions intelligentes, ce qui fait que ça me permet de pouvoir trouver réponse. T'sais. La limitation du sens, la limitation de tout, si on regarde simplement notre univers créationnel, il est limité. Il y a un centre. Le centre n'a pas de coordonnées. Donc, le centre, il est n'importe où. Partout à la fois. Quelle serait la vision d'un voyageur qui part ici et qui décide de partir de notre système solaire et il s'en va par là? À un moment donné, il va arriver à la frontière de notre création. Est-ce qu'il va pouvoir traverser la frontière de la création pour aller là où est, disons, le gestionnaire ou le foyer qui a permis la création? L'inexistentiel, mais qui est là. Les astronomes seraient d'accord avec moi, surtout les astrophysiciens. Mais ils ne savent pas encore, mais ça va venir. Einstein était. Et mon gars, On vient justement de découvrir qu'il y a 12 autres galaxies récemment. Ben oui, c'est sûr. Ils vont lentement entrevoir que l'univers qu'ils ont découvert, c'est un super univers et qu'il y en a d'autres. Bon, ça, c'est. Il faut le laisser le temps encore. C'est le télescope ici. Quand ils vont être capables de voir autrement que par la matière, ni par l'esprit, ben, ils vont voir des choses. Oh, la personne, elle est ici, c'est notre soleil. Elle part avec son vaisseau spatial, elle s'en va. Là, elle ne voit plus notre soleil, elle ne voit plus rien, elle se promène, puis à un moment donné, elle voit un soleil avec une terre qui pourrait lui permettre de vivre dessus. Ça fait 3 ou 4 millions d'années qu'elle se promène là. Elle va atterrir dessus, mais en réalité, elle est rendue ici, là. Elle va atterrir dessus, elle va se rendre compte que c'est la planète Terre. Ce vaisseau arrivera ici, et si elle part par là, elle va arriver ici. Si on prend le système réduit de la Terre, il faut comprendre qu'elle part de la Terre, elle sort de notre Voie lactée, donc de notre galaxie, elle traverse d'autres galaxies, elle sort de notre univers, notre super univers, et en sortant de notre super univers, elle pourrait pénétrer le monde créationnel, le cosmos réel, et à un moment donné, elle verrait d'autres super univers. À un moment donné, elle voudrait pénétrer un de ces super univers-là, mais si elle s'en va en ligne droite tout le temps, elle est sûre un jour de repénétrer notre super univers, notre galaxie, notre système solaire, puis revenir à la Terre. Là, elle va dire que j'ai tourné en rond. Tu n'as pas tourné en rond. Tu as marché comme ça. Mais la conscience de l'homme ne peut pas envisager encore la structure conceptuelle de notre création, ce qui fait qu'il va essayer de trouver des choses. Si tu as tourné en rond en pensant aller en ligne droite, va-t'en en rond. Tu vas encore revenir, tu vas aller ailleurs, simplement. Tu n'arriveras plus sur la planète Terre, mais tu vas toujours aller ailleurs. La limite, elle existe, mais elle n'existe pas. Alors, quand je parle du sens de la vie, c'est un peu le même phénomène. C'est que l'être humain va conscientiser une limite parce qu'il ne peut pas prendre conscience de l'au-delà de la limite. L'être humain ne peut pas prendre conscience présentement dans son schéma de pensée que, effectivement, quand tu vas en ligne droite, tu es sûr de repasser à la même place sans jamais avoir tourné. Bon, ça ne peut pas être compris, et c'est d'ailleurs l'un des mystères de l'astrophysique qui sont en train, justement, de... Ils trippent au coton, ces gars-là, ils trippent, c'est écœurant. Imaginez-vous, toutes les fois qu'ils envisagent de quoi, ils se rendent compte que c'est mieux que ce qu'ils envisageaient, puis c'est pas comme qu'ils pensaient. Pas tout en tripper. Ils écrivent des livres que personne lit. Parce que c'est au-delà des choses. Le sens de la vie, on en perçoit un bout, puis on barre tout là. Le sens de la vie, ce n'est pas un sens qui est émotif, donc il ne peut pas être conscientisé par la phase émotivo-consciente limitée de l'homme. Le sens de la vie reste exactement comme le sens de la galaxie reste, comme le sens de notre création reste. Tu t'en vas par là, ouais, mais il n'y a plus de sens de la vie, il n'y a plus rien. Continue, tu vas revenir à la même place que tu étais avant. Il n'y a rien qui a changé. Le corps a circulé, il y a eu un déplacement. Je parle d'une façon peut-être cosmique du sens de la vie. Au niveau planétaire, c'est le même mot du phénomène, sauf que l'être humain a une vision très limitée de toutes ces choses-là. Lorsque l'ego pose la question, l'ego a une conscience encore plus limitée. Lorsque l'ego pose la question, comme la question qui est ici, c'est parce que lui ne peut pas entrevoir ce qui va se passer là, et il s'illusionne que ça va être différent. Lui, il reste inclus dans ce qui est différent. Mais présentement, il ne peut pas voir qu'il va être inclus. Il pense qu'il va être rejeté. Il va être transmué. Il va être alchimisé, il va être supramentalisé, il va être spiritualisé, il va être espiritualisé, il va être évolué.
Mais il reste là. Présentement, quand on pose des questions comme ça, c'est parce que c'est l'ego qui pose des questions. C'est bien correct. Très intéressant. Sauf que la réponse ne viendra jamais dans la tête de celui qui pose la question. Quand il va la reposer mentalement, il va être capable à un moment donné d'entrevoir une réponse. Là, il va être capable de l'ajuster par le biais de l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique à son ego. Je suis en PMC3. Quand je vais dans des endroits publics, je trouve que les gens me regardent différemment. Est-ce que parce que je suis différent d'avant ou que je sais moi et qui vois les gens différemment? Bon, ça fait partie des phénomènes de culpabilisation, disons, d'individualisation astralisée de l'évolution. Bon, parce que j'évolue, je vais quelque part, puis là, on dirait que ce qui se passe des choses. Ce qui se passe, c'est ceci. Il y a beaucoup de PM sensés qui vivent cela. Il y a beaucoup d'autres individus qui vivent cela. Égoïquement, l'orgueil s'exprime par la bouche, l'orgueil peut s'exprimer par le corps vital, l'orgueil peut s'exprimer par la transpiration vitale, l'orgueil peut s'exprimer par la vestimentation. Vérifier son évolution par comparaison avec l'ambiance, avec l'extérieur. Alors, lorsqu'elle rentre quelque part, automatiquement, elle fait, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que vous l'aviez vu ou pas, automatiquement, elle se place différent des autres, parce que merde, elle évolue, il faut bien qu'elle change quelque chose. Et puis là, elle a le feeling et l'impression qu'effectivement, tout le monde la check. T'sais. Oui, mais si elle se verrait dans un miroir, ou bien non, ça verrait quelqu'un faire comme elle, peut-être qu'elle la checkerait aussi l'autre. Celui qui se sent observé, il ne se voit pas en face. L'orgueil peut être vital. Vous rentrez quelque part, puis vitalement, vous allez agresser tout le monde. Alors, automatiquement, tout le monde se sent vibrer, puis tout le monde cherche, puis tout le monde vous voit. Bon. Les personnes, égoïquement, vivent, la majorité des gens vivent ce genre de symptômes de l'évolution, qui est un symptôme de snobisme évolutif, qui est un symptôme surtout de refus de se prendre en main. Lorsqu'à un moment donné, vous allez être capable de savoir de par vous-même à quel niveau vous êtes, et même en vous foutant du niveau, de par vous-même ce que vous faites et ce que vous êtes est ce que vous faites et ce que vous êtes, vous n'aurez plus besoin de vous confronter continuellement à l'extérieur. Moi, je rentre quelque part, puis je suis pas toujours là. Puis là, tu sais, égoïquement, à un moment donné, tu sais, je suis Daniel Camp quand même. Je le dis pas, mais même inconsciemment, ça ne se fait pas. Fait que partout où je vais aller, si je veux être anonyme, je suis tout à fait anonyme. J'ai l'air d'être discret. On ne me voit pas plus que le servant. Mais il y en a d'autres qui rentrent quelque part, puis il me semble, l'autre, il me check, elle me check. Mais oui, mais avant, elle checkait pareil, ses yeux passaient par là, ben non, elle dormait surtout parce qu'elle ne voyait même pas. Mais là, tu la regardes, elle me check. Bon, là, tu réveilles carrément. Ben oui, elle va te checker. Puis là, il se passe un paquet de cossins, puis lentement, tu bâtis tout un cadre autour de toi. Ça peut prendre 30 secondes pour se faire. Puis là, ben là, ça y est, là, c'est bon, tu sais, c'est à cause du PMC, c'est à cause de la vibration, c'est à cause que ceci, c'est à cause que cela. C'est à cause que tu es trop orgueilleux. Tu vas te faire baptiser chez témoin de Jéhovah, puis tu rentres dans ta famille, puis tu es sûr qu'ils te checkent tout. Même si tu n'ouvres pas la trappe. C'est évident. Tu te tiens différemment, tu t'exprimes différemment, tu fais des choses différemment, tu souris différemment, tu émets de l'amour tout plein. C'est ça l'orgueil vital. Et ils vont tous le sentir, ils vont l'avoir en pleine face. Fait que c'est évident qu'ils vont tous regarder le gars. Là, ça paraît que j'ai de la lumière. Bon, mais quand celui passe par un autre genre d'évolution, ben c'est évident qu'il a l'impression qu'il y a d'autres choses. C'est sûr que le monde vous regarde, c'est sûr qu'on vous sent. C'est parce que vous puez. Vous êtes trop orgueilleux. Puanteur vital, puanteur astral. Pas nécessairement physique. Alors, comment faire pour ne pas ceci, ne pas cela? Ben, sacrableu, pensez-vous donc normal, c'est-à-dire naturel, quand c'est le temps. Moi, je reste moi, vous devez rester vous autres, puis quand vous allez quelque part, vous faites comme c'est tout. Puis à un moment donné, si vous avez trop la trappe, puis il y a du monde, tu sais, ça. Oui, mais c'est pas pour m'empêcher de parler. Mais d'abord, chiole pas si tout le monde te regarde, tu sais, ajuste quelque chose. Ou bien tu décides de vivre toi-même, et puis tu veux faire l'homme nouveau dans un cadre d'homme ancien sans t'ajuster, ben l'homme nouveau, il s'ajuste. C'est un cadre d'homme ancien, tout le monde pense que c'est un homme ancien, mais vu que c'est un homme nouveau, il n'en souffre pas pantoute. Tandis que la personne transitive, elle, pour pas souffrir de rester un homme ancien dans du monde ancien, elle veut être un homme nouveau, puis elle dit au moins, là, je suis moi, je m'exprime moi-même. C'est faute, manipulé au bout. Quand c'est entouré de... Quand tu es dans un cadre tout à fait relatif à l'homme ancien, ouais, mais tout le monde fume. Ça n'a rien à voir avec l'homme nouveau, sacrableu, ça a à voir avec les poumons.
Bon, mais si tu veux pas que ça fume, c'est pas parce que t'es un homme nouveau puis tu fais le PMC ou ceci ou cela. Alors, ou tu t'en vas ou tu restes là, mais t'essayes pas de philosopher. Oui, mais l'être conscient, il ne fume pas, lui. Oui, mais ceci, oui, mais cela. S'ils broient tous, tu sais, ils motivent-les pour qu'ils arrêtent de te faire souffrir. Là, ils vont arrêter de fumer. Tu vas pas leur expliquer. Expliquez pas vos souffrances à quelqu'un, faites-les souffrir avec vos souffrances. Les gars sont marchés. L'homme marche émotivement. Tu rentres dans un ascenseur, 2 fumeurs qui rentrent, tu te mets à tousser, à brailler, tu t'écrases à terre, inquiète-toi pas qu'ils vont arrêter de fumer. Parce que là, t'es fait souffrir. Tu leur expliques pas qu'il y a une pancarte là, puis il y a la philosophie de ci, de ça. Là, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas capable de vivre la simplicité de l'évolution, la simplicité de la mutation. On la complique toujours. On va quelque part, puis il faut absolument que ci, que ça. Au moins, les mauvaises vibrations du monde, tu peux plus les sentir. Christy, en Haïti, quand ils font du vaudou, ils disent la même chose. Alors, il n'est pas question de mauvaise vibration, c'est toi qui ne veux pas vivre de même. L'ajustement. Oui, mais je sors de là, tout pogné, puis c'est ici, puis c'est ça, puis c'est à cause de quoi? Si tu as une raison de rester, reste. Si tu n'as pas de raison, sac ton camp. Mais pense pas que ça a rapport à un paquet de phénomènes au niveau du PMC. Le PMC 3 ou 4 m'arrive ceci, m'arrive cela. Vous le constituez, vous le créez. Il y a le maudit snobisme de l'évolution qui va toujours rester pogné au derrière de l'homme tant qu'il ne sera pas rendu tout à fait nouveau. Mais essayez de le conscientiser pour arrêter d'en souffrir. Vous vous prenez au sérieux dans l'évolution. Qu'est-ce que c'est que faire le PMC à l'échelle cosmique? Ben, c'est comme manger des pinottes. Qu'est-ce que c'est que de suivre moi ou de suivre un autre? Ben, c'est comme manger des pinottes. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est un phénomène que vous n'avez même pas choisi, que vous êtes dedans, c'est fini là parce qu'il faut qu'il y en ait qui soient dedans. C'est tout. De se sentir important, de se prendre au sérieux là-dedans, ça complique toutes les choses. On a du monde qui, à un moment donné, ont des enfants. Bon, ils viennent d'avoir des enfants. Là, s'imaginer que c'est un enfant nouveau, puis s'imaginer que c'est ceci, puis c'est cela, sacrableu, ils vont le démolir complètement. Tu le laisses être ce que c'est. Merde, c'est un enfant comme n'importe quel enfant. Et si tu le démolis comme tu démolis tous les autres enfants, ben, ça va faire un enfant normal aussi. Cessez de se prendre au sérieux. C'est facile, l'évolution, puis c'est normal. Un jour, il y a un extraterrestre qui vient te voir, puis qui t'emprunte un mouchoir. Bon, mais t'as pas besoin de rentrer dans un dépanneur à mouchoir après, puis de te sentir privilégié, puis il me semble que toutes les boîtes me regardent, puis il me semble que le gars, il veut m'en vendre 25, puis etc., etc., etc. Tu rentres dans la maison, tu sais, il y a de la morve d'extraterrestre sur ton mouchoir. Là, tu te sens tout énergisé, puis tout le monde check ça, puis ça a dû te paraître. Tu sais qu'il faut qu'il y ait la machine à laver, puis... Tabarnouche, à un moment donné, il faut s'organiser pour fonctionner plus intelligemment que ça. C'est extrêmement simple, l'évolution, c'est pas souffrant, c'est facile. Bon, il faut rester ce qu'on est. On est des êtres humains ascendants. On n'est pas des plugués petits clins en haut qui essayent de vouloir quitter le corps physique. C'est la mécanicité luciférienne. On reste des êtres humains. L'énergie intelligente, quand elle rentre par la tête du pape, elle involue parce qu'elle se ramasse dans les toilettes. Mais la marque de pape, c'est Dieu. C'est exactement la même chose. C'est de l'énergie intelligente qui subit un processus d'involution, puis à un moment donné, elle se ramasse dans les égouts. C'est rien d'autre. Celui qui se prend au sérieux parce qu'il est plugué là plutôt que plugué en bas, il est plugué en bas, mais il ne le sait pas. Se prendre au sérieux, visualiser un paquet de choses, toujours avoir l'impression d'être sensible, d'être manipulé. Il y a des choses qui se passent, mais cessez de toujours mettre des relations avec des ci, des ça et des ça. Tu sais, vivre heureux, hein? Faire un PMC puis être heureux dedans. Vivre à l'extérieur puis être heureux dedans. Puis être heureux dedans, ça ne veut pas dire de triper, de s'illusionner qu'on est dans un bonheur. On n'est pas dans un bonheur, on s'en va vers un problème majeur. Mais être capable de rester ce qu'on est. Êtes-vous capable de rester simple? Là, le gars de Chicoutimi, là, quand je dis simple, c'est pas fou. Êtes-vous capable de rester ce que vous êtes, naturel? C'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on fait des erreurs et que ça nous rend émotifs, les émotions sont-elles bonnes pour nous faire mémoriser davantage les erreurs et de ce fait de ne plus recommencer? Bon, quand vous avez de l'intelligence, vous allez finir, quand vous allez en avoir suffisamment, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de bon puis il n'y a rien de mauvais. Il y a des choses mécaniques. Lorsque... Tiens, ça ici, je vais prendre le tien.
Ça ici, c'est l'âme. Ça, c'est le périsprit, l'enveloppe de l'âme. Ce qui est dedans, c'est les mémoires volatiles. Si on mettrait un noyau là-dedans, ce serait l'ego. L'extérieur, c'est le monde extérieur, et puis il y a des sens qui énergétiquement sont connectés avec les cellules du cerveau, qui leur permettent de pouvoir traduire, transcrire pour le bien de l'âme et de l'ego, les informations sensorielles, physiques qui viennent de l'extérieur. Lorsque je parle, lorsqu'il se passe n'importe quoi, les sens amènent cela. Lorsque ça arrive au périsprit, c'est filtré par le périsprit, et ça pénètre à l'intérieur ici, c'est-à-dire qu'en frappant, ça induit la même vibration à l'intérieur de l'âme, donc des mémoires volatiles. Et lorsque ça pénètre dedans, ça crée à l'intérieur des mémoires volatiles quelque chose d'intéressant. Ça crée un remous. Vous voyez? Le remous qui est ainsi créé à l'intérieur des mémoires volatiles devient une nouvelle expérience, mais intra-amique, pour l'ego. Alors le petit noyau là-dedans, il expérimente ce qui rentre, puis en même temps, il expérimente le remous. Ce qui rentre, c'est l'événement, puis le remous, c'est l'émotion. L'émotion va être mémorisée en même temps que ce qui rentre, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est l'événement qui nous apporte des émotions. Et lorsque l'ego va vouloir fouiller dans ses mémoires, il va retrouver l'événement aggloméré à l'émotion qui a été créée lorsque ça a pénétré. Puis là, quand il revoit l'événement, il revoit l'émotion. Il la revit. Quand on fait des erreurs, on s'en fout, il n'y a pas d'erreur. Mais quand on fait quelque chose que par la suite on voit que maintenant il ne faut plus le faire, pas qu'on n'aurait pas pu le faire, on l'a fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais maintenant qu'on voit que maintenant on peut faire autrement, hein, parce que c'est dans le présent qu'on vit, pas dans le passé, alors automatiquement, les émotions ont servi à quoi? Les émotions n'ont pas servi à mémoriser. Tiens, je te la mets, je t'en mets. Ils n'ont pas servi. Les émotions n'ont pas servi à mémoriser plus. Ils servent à traumatiser les choses. Ils servent à colorer les choses. Ils servent simplement à empêcher l'humain de pouvoir continuer à fonctionner au niveau mental. Sauf que le mental, lorsqu'il est là, l'événement ainsi que l'émotion sort, et au niveau mental, l'émotion ne peut pas passer. Alors il ne reste que l'événement. L'événement passe, et là, le mental s'en sert. Les émotions ne sont pas bonnes. Lorsque le mental est capable de se servir de l'événement émotivé et expérientiel, il s'en sert pour fonctionner. Lorsqu'il ne peut pas s'en servir, bien, il s'en sert pour souffrir, culpabiliser, avoir des remords, etc. Hey, son chocolat, elle, là. Oh oui. J'ai besoin d'ajustement, car je ne saisis pas l'écologie. Je dois... Il y a des mots que je saisis vraiment pour... Pardon avec cette partie. Et moi, allez. Moi, j'ai bu le noyau. Dans son tourbillon. Bon. J'ai besoin d'ajustement, car je ne saisis pas l'écologie. Je dois m'arranger pour être dans un environnement épanouissant et en même temps instable. Est-ce bien cela? Mais comment faire si ma pensée devance toujours mes gestes? Tu peux la lire maintenant. Excuse. Bon. L'écologie, c'est quelque chose, celui qui devient réellement un écologiste, dans le sens énergétique de l'intelligence nouvelle, a la faculté d'englober toute la planète, et même tout le système solaire, et même une partie de la galaxie au niveau de sa conscience. Cela veut dire que vous ne pourrez pas comprendre cosmiquement l'écologie tant que vous n'aurez pas un contact avec votre ajusteur de pensée, donc avec le plan supramental. Certains individus vont être capables de comprendre la mécanicité de la roche, du clou, du fer, du cheval, du cavalier et de la guerre. Et de d'autres choses au niveau naturel que l'on connaît ici. Mais ils ne pourront pas l'appliquer, l'étendre au reste de la planète, c'est-à-dire à une écologie ou à une planétologie qui va inclure tout le règne de l'homme, le règne de la flore, le règne de la faune et le règne géologique. Quand cela va être fait, il y aura le règne des plans vitaux, le règne des plans astraux, le règne du plan mental, le contact supramental, qui sera inclus dans ce phénomène écologique. Présentement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le temps. Lorsque donc on pose une question sur l'écologie ici, bon, j'ai besoin d'ajustement, je dois m'arranger pour être dans un environnement épanouissant et en même temps instable. Est-ce que bien cela?
Mais comment faire si ma pensée devance toujours mes gestes? Il n'y a rien à faire comme tel. Vous allez finir par le faire lorsque vous allez comprendre le phénomène de l'écologie évolutive. Comment être dans un endroit ou dans un événement épanouissant et en même temps instable? C'est que épanouir veut dire grandir. Épanouir ne veut pas dire sécure. Sécure veut dire cristalliser, mémoriser, conserver. La plante s'épanouit à la condition qu'elle puisse grandir. Donc, si elle s'épanouit, c'est qu'elle doit continuellement accepter de ne pas se rappeler de comment elle était pour pouvoir plutôt se rappeler de comment elle va être. Alors, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle se transforme tout le temps. Là, c'est épanouissant et c'est instable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre qui va être bon pour tout le temps. C'est ça l'équilibre instable. L'équilibre réel, il est bon que dans un laps de temps extraordinairement minuscule donné, pour un événement donné. Il n'est pas bon pour d'autres choses. Étant donné que l'homme ancien et l'homme transitif fonctionnent d'une façon mémorielle, l'équilibre ou encore l'efficacité d'action qu'il a eu à un moment donné, il le garde en mémoire, créant une expérience qui devient de l'équilibre stable. Et à partir de cette expérience, il essaye continuellement de faire, disons, affaire avec la vie, qui, elle, provient d'un équilibre transformatif, donc d'un équilibre instable. L'être humain se rend compte que la vie est toujours instable, que les autos rouillent, que les choses vieillissent, que les choses partent, et lui fonctionne avec un équilibre stable, son expérience, et il essaie toujours de confronter son équilibre stable à la vie équilibrée instablement. Donc, ça crée ça crée un problème entre les deux, et c'est ce qu'on appelle la souffrance évolutive de l'homme. Lorsque l'être humain arrive à vivre avec un équilibre instable, c'est qu'il accepte continuellement et inconditionnellement, donc sans condition, de se juxtaposer à la vie et de vivre le même processus d'équilibre instable, mais mauditement bienfaisant, épanouissant, mais il n'est sécurisant qu'à la condition que l'homme ne veuille pas accumuler de la mémoire. À l'instant où l'être humain recherche la sécurité, automatiquement il est insécure. Lorsqu'à un moment donné, l'être humain finit par réussir à se déconnecter de cette recherche de cristallisation, donc de cet équilibre stable, qui est en réalité mort, c'est le monde des mémoires, le monde de la mort. Lorsque l'être humain arrive à se dissocier de la recherche de la sécurité, automatiquement, il reste tout à fait libre pour vivre avec la vie, donc pour pouvoir être tout à fait en disponibilité à cet équilibre instable qui est l'épanouissement réel. L'homme nouveau n'a pas de préférence émotive avec qui il doit être. Ça ne le dérange pas. L'homme transitif veut être dans son cocon et éviter les gens involués. Y a-t-il une période où l'homme doit se construire un fond énergétique avant le moment où il ne sera plus siphonnable? Bon, le problème et la solution, c'est que l'homme transitif doit travailler de plus en plus en collaboration. On l'a vu au niveau du PMC+, on l'a déjà vu au niveau des conférences spéciales et au niveau des conférences régulières. Vous rencontrez, jasez ensemble, commencez à vous entraider pour certaines choses. On a une cellule d'entraide de toute façon à un moment donné qui va commencer à éclore. Jasez avec pas juste ceux du PMC, il y a d'autres maudits bonbons d'ailleurs, mais ne vous gênez plus pour rencontrer du monde, pour parler avec du monde. Quand ça ne va pas, on ne parle pas que ceux-là, c'est pas les bons au niveau d'évolution transitive. Ce qui fait que vous allez obliger votre parole à sortir. Donc, vous allez pouvoir, non pas accumuler de l'énergie, mais pouvoir vous connecter à un réservoir qui est illimité au niveau énergétique. Et là, vous aurez de plus en plus d'énergie autour de vous. Mais rentrer dans son cocon pour ramasser de l'énergie, on est presque sûr, garanti de se faire fourrer par les plans astraux. Parce qu'on baisse en vibration. On ne l'apprend pas nulle part. On peut venir aux conférences, venir à certains cours PMC, etc. Mais encore là, il y a un maudit problème. C'est que l'être humain est écologique s'il est nouveau. Et s'il est nouveau, automatiquement, il comprend l'intelligence du travail en commun. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas encore. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas encore. Attendez pas que les autres fassent pour vous ce que vous devez faire pour vous. Mais il est temps, évidemment, que l'être humain s'unisse de plus en plus. Vous savez, prenez vos noms, prenez vos téléphones, de temps en temps, invitez-vous à souper ou à dîner. Sortez ensemble, allez voir un film ensemble. Il y a un maudit bon film brillant, intelligent. Là, il y a un moment donné, il y a la cellule de communication. Là. On va faire un bottin téléphonique. Bon, ben, je vais voir un film, ça a l'air d'être bon. Tu sais, je prends au hasard un tel téléphone. Je vais voir un film, je suis un tel. Bon, je suis le PMC, là. Donne pas ton numéro de PMC quand tu parles. Ils n'ont pas besoin de snobisme de même. PMC6, c'est un petit PMC2.
Ce film-là, je pourrais te l'expliquer, tu sais. Viens-tu avec moi? On fait un échange d'énergie, tu me payes l'entrée, je t'explique le film. Bon, comprenez? Faut faire attention à ce genre de gimmick. Bon. Tu prends, tu choisis, tu téléphones, on va voir une vue, appel intègre, ting, ting, ting. Faites-le! Commencez à faire quelque chose, maudit. Il n'y a pas juste les Juifs qu'il faut qu'ils marchent de même, les Grecs et les Italiens quand ils sont importés ici, ou les Québécois quand ils sont exportés. Pour la simple raison que là, vous allez rencontrer des humains, puis il y en a un, tu sais, tu fais partie du PMC, mais tu ne vis pas trop. Des coups, il y en a un, tabarnouche, hey, tu sais, ça crée des liens. Vous allez en avoir des chums pour jaser. Pas nécessairement vous réunir en gang de même, vous jasez pas tellement. Mais faire connaissance d'une façon intime. Pourquoi vous n'en auriez pas d'autres amis à un moment donné? Bien, il y en a plein de personnes ici qui sont disponibles, sauf qu'il manque simplement à quoi? Il manque des coups de pied au cul. Bon, mais là, il y a du monde qui veulent faire une cellule de communication, puis après ça, ben, si ça foire, c'est parce que c'était pas le temps. Il y a personne qui s'en sert. Bon, vous pouvez vous inviter à souper, vous pouvez vous inviter à avoir des vues, vous pouvez vous... Non, il y a tellement de choses, mais merde, inventez-en. Je sais pas pour tout vous donner. Mais c'est facile. Puis là, automatiquement, on règle un maudit paquet de problèmes. Puis des problèmes internes avec. Il y en a qui ont des problèmes, à un moment donné, de manque d'ajustement vibratoire. Avec quelque chose comme ça, tu règles ces problèmes-là aussi, tu rencontres d'autres gens. Très important, là, vous ne devez pas vous rencontrer pour chialer, pour vous plaindre, pour faire supporter vos problèmes évolutifs par un autre, mais plutôt pour parler intelligemment des choses. Moi, un tel problème, tu sais, le matin, me lave toute en transpiration. C'est pas ça qu'il faut dire. Il y a un des phénomènes intéressants que je vis moi, c'est que je suis en transpiration tous les matins. Ça fait longtemps que je cherche pourquoi, on va finir par le trouver, je sais pas c'est quoi. L'autre, tu le dynamises. Ah tiens, non, moi je vis pas ça. En tout cas, peut-être qu'il y a des choses similaires qu'on vit tous les deux, mais bon, tu sais, il y a de quoi jaser. L'autre va finir par dire, peut-être que c'est à cause que, bon, allez pas têter ses solutions. T'amènes un point, il va jaser, tu jases, toi tout. Autrement dit, quand vous vous rencontrez, il faut que la personne qui amène le premier point veuille l'élucider. Pas se le faire élucider. Puis là, ça crée des discussions qui sont intéressantes. Puis de temps en temps, on va juste bouffer, puis c'est tout. Puis on juste connaître les individus. Il ne faut pas parler d'évolution en journée longue, sacre-bleu. On mange souvent ensemble, nous autres, puis on parle de bien d'autres choses. Mais à un moment donné, c'est ça, il faut arriver juste à créer des liens pour qu'à un moment donné, ça te plaise. On va voir un film, puis il y en a d'autres, tu sais, bon, puis tu vois là, pas pour y aller en grosse gang, y aller en 4-5, tu sais, bon, ça vous permet de vous connaître, c'est intéressant. Puis si, ouais, mais ma femme, elle veut peut-être pas connaître, ça change quoi, ça? Si j'ai un ami à te présenter, bon, ça fait pas, tu lui dis, tu sais, si ça marche pas, ben, je n'ai. Là, on va voir que t'as un petit bottin d'amis, mais en tout cas, tu sais, elle va finir par vivre avec quelqu'un avec. Donnez-vous un coup de pouce, moi, aidez-vous un peu. Toutes les organisations de prière pour la paix ne dégagent-ils pas des énergies positives dans l'astral de la planète? Évidemment, je comprends donc, et c'est pourquoi on aura un apocalypse. Tout à l'heure, j'expliquais que l'apocalypse va être engendré par le fait que les puissances d'évolution, donc les énergies positives, prennent de plus en plus d'ampleur sur le contexte négatif, créant un déséquilibre qui devra être réorganisé par la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Alors, eux autres sont en train de créer l'apocalypse. C'est normal et intelligent, on doit passer par là. Ceux qui militent pour la paix, créent la guerre. Ceux qui prient pour la paix, créent la guerre. C'est normal. On s'en va vers une phase de déséquilibre. Et donc, on s'en va vers ce qui doit arriver. Ne pleure pas. C'est correct. Parce que c'est une mécanicité qui est essentielle. Plus vite ça va arriver, plus vite ça va être passé. Qu'est-ce qu'on devra écrire pour équilibrer ce que Daniel Kemp parle et écrit? On vous aurez jamais assez de lettres. Tu veux pas commenter ça? Oh oui, passe-moi là. Ben ça, je l'ai écrit. Oh, c'est toi qui as posé ça. C'est parce que j'en ai d'autres. Tu me remettras le papier. C'est tes questions à toi, ça? Ça aurait fait des beaux petits noyaux mettre dans le verre de tout à l'heure. On passe aux questions. Non, mais il n'y en a plus. Ah bon, ben il y en a plus. Enfin, il y en a quelques-unes encore que j'ai mis de côté. Genre, crois-tu que notre prochaine planète sera Saturne? Ça n'a aucune importance. Moi, je suis prêt à accepter n'importe laquelle, même la Terre. Par son action, Hitler voulait créer une nouvelle race. Pourquoi, par la suite, a-t-il eu peur de l'homme nouveau? Je vois
pas le lien. Non, c'est moi qui réponds. L'art de placer quelqu'un à sa place. Mais non, c'est l'art d'initié, t'es là pour apprendre des choses, qu'on en profite. J'en profite. C'est ça, moi tout. Moi, ça me relaxe. Bon, par son action, Hitler voulait créer une nouvelle race. Oui, sauf qu'Adolphe était extrêmement manipulé par des contingences astrales, par le priori de Sion, entre autres, et on a déjà vu pourquoi et comment, donc on ne répétera pas. Et aussi, Adolf Hitler était manipulé par de l'intelligence supramentale, et il avait la fonction, c'est-à-dire qu'il a eu, pas juste lui, mais un paquet d'autres bonhommes qui l'ont manipulé au niveau de ce Troisième Reich. Ils ont eu, ésotériquement, au niveau de la cellule de la société secrète, le nazisme. Ils ont eu le contact, l'idée, le feeling, qu'à un moment donné, sur la planète Terre, il y aurait une race neuve, une race nouvelle, une société parfaite, avec de l'art artisanal. Il faut remarquer que les Allemands adoraient les choses artistiques. Une société technologique, une société de paix, enfin bref, tout ce qu'Adolf Hitler voulait faire. Sauf qu'étant donné que ce n'était pas le temps, et il lui a pu transcrire un peu de cette idéologie de façon à pouvoir motiver les gens, et par le biais du priori de Sion, ça l'a finalisé en ce qu'il fallait que ça devienne. Il fallait détruire un immense égrégore au niveau du plan du ciel pour permettre à une autre région planétaire, le Québec entre autres, de recevoir de l'intelligence. Et c'est à cela qu'a servi la Troisième Guerre mondiale. Et Adolf Hitler, donc, avait comme motivation intérieure cette création de race, mais en réalité, ce n'était pas sa fonction. Donc, il n'a pas pu la finaliser. Quand c'était suffisant, il a perdu le feeling, il a perdu le contact avec ça, puis il se ramassait simplement avec un paquet d'armées un peu partout, puis il ne savait plus pourquoi. Pourquoi par la suite as-tu eu peur de l'homme nouveau? Ben, c'est ça qui est arrivé. Surtout que lui était déjà de descendance juive. Alors évidemment, à un moment donné, ça le barrait un peu. Un être conséquentiel connaît-il ou comprend-il l'équilibre, sinon pourquoi? L'être qui est conséquentiel. Maintenant, conséquentiel, on parle par là tout à fait conséquentiel, donc écologique. Alors évidemment, il comprend le phénomène de l'équilibre. Est-ce que la liberté est contenue dans l'état d'équilibre? Si oui, est-ce que le mouvement d'action et réaction est la liberté même? Dans plein ça. Par quelle mécanicité contactuelle ou autrement écrit, par quel genre de contact d'énergie supramentale arrivera-t-elle à communiquer à l'être humain transitif ce qu'elle a communiqué en son temps? Télépathiquement. Est-ce mécano possible le fait qu'un vaisseau spatial ou autre de type astral entre en contact avec un être humain qui a une possibilité assez haute de contact supramental et cela pour l'obliger à discerner? Oui. Bon, un être humain qui aurait un contact supramental naissant, peut-il rencontrer un vaisseau extraterrestre qui est de l'ordre de l'astralité, de façon à être initié par ce vaisseau? Cosmiquement, c'est que certains de ces connotations extraterrestres vont essayer d'entrer en contact avec les êtres humains qui ont cette faculté de probabilité de contact supramental, de façon à essayer d'en récupérer quelques-uns de leur bord. Tous ceux qui auront un contact astralisé, évidemment, tomberont du mauvais côté du contact, et les autres, non. En même temps, cela, cosmiquement, va obliger l'initiation de certaines phases de l'astralité extraterrestre pour que ceux-ci puissent être instruits de ne pas toucher à ceux qui ont réellement la puissance et à ceux qui ont un contact réel avec le plan supramental. Parce que les ailes des secours volantes vont se brûler au contact des hommes nouveaux. Qu'arrivera-t-il? Qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne voudra pénétrer dans un milieu qui est différent? Exemple, s'il veut se rentrer la main à travers un mur, à un moment donné, la personne va pouvoir se passer la main à travers un mur, mais à ce moment-là, son état vibratoire va être de quel ordre pour qu'il puisse le faire et que ce soit quand même écologique, qu'il n'y ait pas une véritable explosion à ce contact. Bon, premièrement, pour que l'être humain puisse parvenir à passer sa main à travers le mur, soit qu'il est tout à fait inconditionnel, donc incontrôlé par son ego, soit qu'il n'a plus d'ego. Toi, tu augmentes ton taux vibratoire à un point tel qu'à un moment donné, tu peux le faire. Le faisant, tu l'expérimentes égoïquement. L'expérimentant égoïquement, tu deviens content. Étant content, tu puises ton énergie. Puisant ton énergie, ta main reste barrée dans le mur.
et tu ne pourras jamais, jamais, jamais la ressortir. Il faudra qu'on défasse le mur et qu'on coupe ta main. Tu auras du ciment, tu auras de tout sera mélangé au niveau de ta main à l'intérieur du mur. Pourquoi? Parce que, égoïquement, tu vas être surpris, content. En même temps, tu seras un peu épeuré. Enfin, il y aura un paquet de phénomènes émotifs qui vont têter ton énergie, ce qui fait que carrément, tout va s'amalgamer parce que tu n'auras plus la vibration pour traverser le mur. Donc, une égoïsation totale est évidemment nécessaire. Ou bien le fait que l'ego n'a aucun contrôle sur le mécanisme, qui fait que tu passes au travers, tu fais n'importe quoi, vu que c'est intelligent, si tu l'oublies, je pourrais instruire quelque chose, tout marche pareil. Bon. Alors, le plan vibratoire de l'être humain doit être un plan vibratoire suffisamment éthérisé. Si on veut que lui-même ait le contrôle de ces choses-là, il faut donc qu'il ait un corps éthérique suffisamment finalisé pour pouvoir le mettre en correspondance avec son corps physique de façon à éthériser ce dernier pour qu'il puisse par la suite traverser les murs. Un transporteur d'individus, par exemple, est-ce qu'on peut partir d'ici puis m'en aller chez moi puis pas être poigné dans quoi que ce soit? Bon, premièrement, il y a le transport séraphique qui permet à l'être humain de pouvoir voyager style téléportation. Le transport séraphique est un transport d'énergie vitale, un corpuscule d'énergie vitale qui de toute façon paramètre l'âme, mais qui à un moment donné finit par être suffisamment orchestré pour pouvoir paramétrer le corps physique aussi, permettant à celui-ci donc d'être éthérisé. Ça a un grand lien avec le phénomène supramental, le double éthérique, et ça lui permet donc de pouvoir transcender les phénomènes matériels. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, tu n'es pas transporté. C'est que tu es dans une région et tu t'en vas dans une autre région, qui n'est pas plus loin que celle où tu es déjà. Sauf que par le biais de la matière, tu es obligé d'en traverser un maudit paquet, ce qui donne l'illusion de la distance. Mais les mondes parallèles étant un sur l'autre, tu peux donc être là et instantanément être n'importe où ailleurs. Ça va terminer la conférence. Organisez-vous pour prendre des résolutions que vous allez tenir, sinon prenez au moins celle de ne pas en prendre. Et puis, le 2 janvier, il y a une conférence, les mystères du triangle des Bermudes. Si ça vous intéresse, on commence une phase relativement, disons, dévoilante en 87.